revient maintenant à l'autre temps fort de l'actualité. Aujourd'hui, il concerne le projet de loi sur l'immigration et l'asile. Il doit être présenté au printemps 2018. Le gouvernement semble avoir choisi une ligne dure. Augmentation des éloignements, contrôles administratifs dans les centres d'hébergement d'urgence. Les associations ont saisi le défenseur des droits, Samia Dechir. Des contrôles dans les centres d'hébergement d'urgence pour les migrants. Du jamais vu jusqu'ici. Ils sont désormais autorisés par une circulaire signée le 12 décembre dernier par Gérard Collomb. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui est dans ces centres d'hébergement d'urgence. Et donc, on pense qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui sont des réfugiés, donc qui pourraient être placés ailleurs et avoir droit au logement, avoir droit à une vie normale. Un tiers qui sont des déboutés du droit d'asile, donc qui devraient pouvoir s'en aller. Puis un autre tiers dont il faut évaluer la situation. Un recensement qui doit permettre de désengorger les centres. Mais pour les associations, une ligne rouge est franchie. Elles ont saisi le défenseur des droits. Jacques Toubon a déjà écrit au ministre de l'Intérieur pour lui signifier son inquiétude. Quelle possibilité de recours auront ces personnes qui vont être définies comme ne pouvant pas rester dans cet hébergement, qui vont être éloignés, qui vont être triés? Ça, c'est une donnée absolument essentielle. Quand on parle, par exemple, du respect des droits fondamentaux, il y a un droit qui est à la surface de la terre, reconnu dans toutes les déclarations de droit, c'est le droit à avoir un recours. Les associations craignent que les migrants n'osent plus venir dans les centres par peur des contrôles. Une crainte partagée par la gauche. Au moment où nous parlons, nous avons une police nationale qui a instruction d'entrer dans les résidences d'urgence sociale pour voir à dénicher des migrants. Même sous Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas osé faire ça. L'indignation suscitée par la circulaire promet des débats très tendus quand le gouvernement présentera en 2018 son projet de loi sur l'immigration, déjà jugé très répressif. Et justement, on connaît déjà les grandes lignes de ce texte. Réduction du délai d'examen des demandes d'asile à 6 mois au lieu de 14, mais aussi la création d'une notion de pays tiers sûr, afin de pouvoir renvoyer les migrants, demander la protection d'un pays qu'ils auraient déjà traversé aux portes de l'Europe. Le détail avec Géraldine Babolo. Emmanuel Macron veut en finir avec ces campements sauvages et pour y parvenir, l'exécutif veut s'appuyer sur une politique dissuasive. La durée de séjour d'un migrant dans un centre de rétention serait allongée de 45, elle passerait à 90 jours. Le nombre de places dans ces centres serait augmenté, les effectifs de police aux frontières renforcés. Les reconductions à la frontière vont aussi augmenter. Le texte prévoit de la fermeté pour les personnes dites dublinées. Ce sont ces migrants censés être renvoyés dans le premier pays européen où ils sont enregistrés. Ils pourraient désormais être directement placés en rétention dans le pays où ils déposent la demande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le projet de loi contiendrait aussi un volet asile. Le délai de traitement est de 14 mois actuellement. Le président de la République souhaite qu'il passe à 6 mois. Le texte prévoit aussi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui délivre les demandes d'asile, puisse les refuser lorsque le demandeur peut être réadmis dans un pays tiers sûr par lequel il aurait transité. Enfin, le projet de loi veut aussi améliorer l'attrait de la France et prévoit des dispositions pour faciliter le séjour des étudiants étrangers cherchant un emploi. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Florence Berthoud, merci d'être avec nous. Vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jean Fontagneux. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation d'entraide protestante. Avec nous également Aurélien Taché. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Vous avez été chargé par le président Emmanuel Macron d'une mission sur la refonte de la politique d'intégration en France. Et Pierre-Henri, bonsoir, vous êtes directeur général de l'association France d'Air d'Asile. Première question pour vous, justement, Pierre-Henri. On a pu dire, les commentateurs, que finalement Emmanuel Macron avait choisi la ligne dure pour mener à bien, cette politique d'immigration et d'asile. C'est également votre sentiment ? Eh bien, j'en sais rien, mais en tout état de cause, il y a un écart entre les discours du président de la République et la pratique mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur. Il y a comme une inversion des priorités.
entre le moment où le président de la République dit aux Français qu'il ne doit plus y avoir le moindre migrant à la rue à la fin de l'année, et puis ce qui se passe en réalité à la frontière italienne, dans les Alpes, à Paris, à Calais, dans les grandes capitales régionales, il y a véritablement un monde. Enfin, à Noël 2017, que l'Italie et la France obligent les migrants à passer par les Alpes pour On a tous en tête, effectivement, ces images au col de l'échelle. Mais c'est absolument incroyable, c'est scandaleux qu'on en soit là. Et plutôt que d'appeler l'Italie et la France à mettre au plus proche des migrants des mises à l'abri, ce qui ne signifie pas que, en l'occurrence, tout le monde restera sur le territoire. Moi, je ne suis pas pour une France ouverte à tous les vents. Je suis simplement pour la dignité, pour le respect de nos engagements internationaux, pour le respect de nos promesses, des promesses faites aux Français. Voilà. Et cela, c'est possible dans la France, 5e puissance du monde. C'est possible de le mettre en œuvre. Aurélien Taché, est-ce qu'aujourd'hui la politique du gouvernement est contraire finalement aux valeurs d'accueil que représente la France ? Je ne crois pas que la politique du gouvernement est contraire aux valeurs d'accueil que représente la France. Je crois qu'effectivement, le vrai sujet, c'est la question de la dignité. Le président de la République a eu l'occasion de dire au mois de juillet qu'il souhaitait que plus personne, aucun migrant ne se retrouve à dormir à la rue d'ici à la fin de l'année. On a dans ce pays chaque soir 60 000 personnes demandeurs d'asile qui sont hébergées par des associations comme par exemple France Terre d'Asile. Et on a quelques centaines de personnes encore qui sont dehors. Et c'est quelques centaines de trop. On dit 800, le chiffre qui 800. Revient assez souvent. Monsieur Taché, franchement, 800, c'est à Paris. Mais il y en a autant à Calais, il y en a autant dans la vallée de la Roya, il y en a autant à Lille, il y en a autant à Strasbourg. En tout cas, le principe est clair. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à un hébergement. C'est une question de dignité. Mais par contre, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, avoir ou ne pas avoir l'asile dans ce pays signifie la même chose. Aujourd'hui, que vous ayez l'asile ou non, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans dans un centre d'hébergement. Vous avez une protection internationale qui vous est reconnue par la France, et vous étiez peut-être d'ailleurs ingénieur, médecin ou que sais-je dans votre pays d'origine, et vous êtes coincé dans un centre d'hébergement parce qu'il n'y a pas de vraie politique d'intégration dans ce pays. Et à l'inverse, si vous n'avez pas l'asile, c'est la même chose, vous restez dans ce centre d'hébergement. Aujourd'hui, ce système de l'asile, il s'essouffle parce que justement, on ne tire pas les conclusions et les conséquences du fait qu'une décision d'asile soit octroyée ou non, et c'est ça qu'on veut transformer. Et effectivement, ça suppose de s'attaquer à un certain nombre de sujets qui sont difficiles, mais je crois qu'il faut le faire, que c'est la pérennité du système qui est en jeu. Jean Fontagnier, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que le gouvernement a choisi une ligne dure ? On parle de dissuasion policière, finalement avec ces circulaires aussi pour augmenter massivement les expulsions. C'est terrible. Ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir des contrôles dans un centre d'hébergement, un grand nombre de personnes qui sont d'origine étrangère vont avoir une inquiétude considérable, c'est-à-dire vont se retrouver à la rue, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui va se passer, alors que on nous a dit qu'il y aurait de moins en moins de personnes à la rue, et en tout cas plus à la fin de l'année. Là, ici, toutes ces personnes qui sont en droit incomplet ou en difficulté vont se retrouver dehors. Et donc, il va y avoir une cohue à l'extérieur de personnes sans domicile et en grande fragilité, en grande inquiétude. Donc, nous avons entendu l'appel à co-construire ensemble avec la société civile ce travail, cette vision de la migration demain. Nous avons depuis des mois demandé une concertation avec les pouvoirs publics sur cette question. Et là, il y a des circulaires qui tombent de façon autoritaire, sans aucune concertation. Donc, c'est vraiment un problème. Florence Berthoud, c'est vrai qu'il y a cette circulaire, et notamment la dernière en date du 12 décembre, qui permet justement de contrôler la situation administrative des personnes qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas sûre que le contrôle le plus efficace et le plus conforme à notre tradition d'asile soit à l'intérieur des centres d'hébergement. Cela dit, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une confusion délétère, entretenue d'ailleurs par bon nombre de responsables politiques entre le droit d'asile, donc je dirais la nécessaire tradition d'accueil à respecter, multiséculaire, et puis la lutte contre l'immigration irrégulière. Et une politique d'immigration, elle doit être sur 2 jambes, et il faut impérativement, pour que cette tradition de droit d'asile puisse être respectée, que pour le coup, on soit ferme, beaucoup plus que
on ne l'est aujourd'hui, qu'on l'a été d'ailleurs ces dernières années, sur la politique de reconduite à la frontière, à condition qu'on réduise de manière substantielle les délais de traitement. On n'arrête pas de le dire année après année, on dit on a trouvé la solution, on va réduire les délais de traitement. Là, je vois qu'on passe de 14 mois, si j'ai bien compris. Il faut une loi, d'ailleurs, comme s'il fallait une loi pour réduire les délais de traitement. On sait très bien qu'il faut surtout des moyens. On peut décréter demain qu'on va passer de 14 à 6 mois. Si on n'augmente pas les moyens dans les préfectures, on va avoir encore des milliers de personnes qui seront à la rue. Il faut augmenter les moyens des préfectures pour que les délais de traitement soient des délais beaucoup plus courts. Il n'y a pas que les délais de l'OFPRA. Et quand je regarde le budget 2018 de ce gouvernement, je vois qu'on n'a pas augmenté de manière substantielle les moyens en préfecture pour réduire le délai de traitement. De la même manière, il faut évidemment augmenter les places dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les centres de rétention. Oui, alors les délais de traitement réduits à 6 mois, ça fait consensus. Ça fait consensus. Tous les acteurs du secteur sont d'accord sur cet objectif. Et là, aujourd'hui, on n'en est pas à 14 mois, mais on est plus proche de 9 mois. Et l'objectif de 6 mois est une bonne chose. Le projet de loi prévoit 6 mois, effectivement. Mais quand on dit reconduire à la frontière, je voudrais simplement vous interroger et s'interroger sur un fait. Par exemple, le ministre de l'Intérieur met la pression pour reconduire les personnes dites sous règlement Dublin. Bien. C'est-à-dire passer dans le premier pays de première entrée d'enregistrement. L'année dernière, la France a demandé 25 000 réadmissions. Il y a eu 1293 personnes effectivement éloignées. Et dans le même temps, les pays européens nous en ont envoyé 1253. Alors le ministre de l'Intérieur dit « Ah, mais moi je vais faire beaucoup mieux. Je vais améliorer les statistiques de 100%. Nous allons être environ à 2200 personnes reconduites. » Mais ce n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est de mettre sur la table de travail le règlement Dublin qui ne fonctionne pas depuis 15 ans. C'est de travailler avec les 26 autres pays européens à réformer ce régime essentiel de solidarité. C'est beaucoup plus facile de prendre la posture et d'aller dire à l'opinion publique « Regardez, nous allons éloigner les personnes. Regardez mes résultats. » Mais en réalité, dans les faits, il ne se passe rien de très concret. Et la question de l'asile, c'est aussi une question européenne. Et ça fait simplement... On voit qu'il y avait un Conseil européen sur cette question, Aurélien Taché, la semaine dernière. Les dirigeants européens n'ont pas trouvé de compromis, finalement, sur cette question, notamment sur le sort des Dublinés. Mais on est sur un sujet qui, effectivement, mérite d'être aussi reposé, je pense. Pas de quota obligatoire. Non, mais enfin, aujourd'hui, on soit arrivé au bout de ce qui était possible de faire dans le cadre de la coopération actuelle entre les États européens. Malheureusement, on ne peut que le constater. À chaque fois qu'on a essayé d'avoir une politique de répartition plus équilibrée avec des quotas, un certain nombre de pays l'ont refusé. Donc moi, je pense qu'il y aura des échéances européennes en 2019, qu'il y aura des élections à ce moment-là, qu'il faudra que ce sujet soit au centre des débats, qu'on avance vraiment vers un droit d'asile européen. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui que quelqu'un qui soit débouté de sa demande d'asile en Allemagne puisse redemander l'asile en France? Je crois que tous, on converge pour dire qu'effectivement, il faut un niveau de protection harmonisé en Europe. Mais par contre, c'est un sujet sur lequel il faut pouvoir débattre avec les opinions, débattre avec les différents peuples européens. Est-ce que ça a du sens de renvoyer des personnes vers l'Italie qui reviennent 72 heures plus tard? Non, mais on est d'accord qu'on arrive au bout d'un système. Même sur les tests français. Vous voyez bien qu'on a une confusion, là, ce soir, entre encore une fois, entre le droit d'asile et l'immigration économique. On a une confusion. On voit aujourd'hui quand même les associations qui ont saisi justement Jacques Toubon, le défenseur des droits. Il estime qu'il y a un tournant déplorable en termes de respect des droits. C'est ce que vous ressentez, vous, en tant qu'association, sur le terrain? Oui, vous savez qu'on invoque la mantra de la dignité. Tout le monde dit il faut qu'on respecte la dignité. Mais la première dignité, c'est de ne pas mettre les gens dehors. Parce que les gens, objectivement, nous, nos associations qui sont sur le terrain, disent, et elles constatent tous les jours que
ces directives, ces circulaires vont mettre les gens dehors. Donc on va avoir des milliers de gens qui vont être à la rue. C'est pas du tout ce qu'on veut faire avec ces circulaires, je suis désolé. Mais c'est ce qui va se passer. Mais non, d'abord on a 2 circulaires qui sont sorties, on en parle beaucoup d'une, on parle pas de l'autre. Il y a une autre circulaire qui est sortie en même temps qui demande au préfet de trouver 20 000 logements d'ici à la fin de l'année. 20 000 logements, ça n'a jamais été fait. En si peu de temps, sur une année, oui, mais pour que les personnes qui sont aujourd'hui, et que j'évoquais tout à l'heure, qui ont le statut de réfugié et qui restent bloqués dans ces centres d'hébergement, puissent aussi entamer leur parcours d'intégration. Et pour l'autre circulaire... Il y a une pression aujourd'hui sur les préfets pour augmenter massivement les expulsions, pour transformer le système, pour arrêter d'être uniquement dans la course à la création de places d'hébergement. C'est indispensable. Il en manque, je l'ai dit en préambule, il y a encore des gens dehors et il faut continuer à construire des places d'hébergement. D'accord, mais il faut aussi faire le reste. Mais non, mais je suis d'accord, il faut faire l'ensemble. Et le but n'est vraiment pas que les gens se retrouvent dehors. Et par rapport à la circulaire que vous évoquiez tout à l'heure, je vois pas comment... Plaider auprès du ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait une véritable concertation. Mais ces circulaires ne pourront être mises en œuvre et efficacement que si les associations y sont pleinement associées, elle ne sera pas contre elles. C'est hors de question que ça se passe dans ces conditions-là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aussi à certains endroits? Je reviens, parce que je vois qu'il y a une confusion permanente, encore une fois, entre droit d'asile et migration économique. Il va quand même bien falloir s'y atteler, et s'y atteler, c'est vrai, aussi et surtout au niveau européen. Vous disiez, il faut que l'Europe soit présente, mais il y a une question de moyens. Je vous redis que les moyens ne sont absolument pas au rendez-vous si vous regardez le budget 2018. Voilà, on fait beaucoup d'annonces, mais les budgets ne sont absolument pas au rendez-vous. Deuxième sujet, c'est qu'il faut que les collectivités... soient associées et ne jouent pas de partition personnelle. Pourquoi on a des milliers de personnes à la rue du côté de La Chapelle? Pourquoi? Parce que Madame la maire de Paris a voulu, contre le gouvernement, instituer à un moment donné un centre humanitaire après avoir laissé des campements se développer les uns derrière les autres. Donc il faut une politique concertée, ça c'est une réalité d'élus que j'ai pas vécu dans le 5e arrondissement, dans le 5e arrondissement, mais vous irez en parler en dehors des caméras, évidemment, à mes collègues qui sont maires du 18e, maires du 13e, etc. On ne peut pas dire que ce soit extraordinaire sans avoir mis à côté les moyens propreté, sanitaire, etc. Ça, c'est la dignité aussi et surtout. Oui, je suis content de voir que le parti Les Républicains rejoignent une grande partie de nos analyses. Tant mieux, vous voulez plus de moyens pour l'asile, pour l'hébergement, tant mieux. Mais je ne peux pas vous laisser dire... Et des délais réduits, des délais considérablement réduits. Je ne peux pas vous laisser dire que les maires des grandes villes, telles que Paris, en réalité, ont réagi seuls. Non, il se trouve qu'il y a 43% de la demande d'asile se concentre depuis près de 40 ans sur l'Île-de-France. C'est ainsi compte tenu de l'organisation administrative de notre pays. Et donc il faut des moyens. Et la ville de Paris, comme d'autres villes, Lille, Bordeaux, etc., sont aujourd'hui effectivement dans de grandes difficultés. Mais il ne faut pas inverser les priorités. La priorité, c'est d'accueillir les gens dignement, d'anticiper ces mouvements. Parce que vous parlez de moyens. Écoutez, nos amis allemands, que nous aimons beaucoup citer en exemple, eh bien, en 2015, lorsqu'ils ont accueilli cette grande vague d'immigration, ils ont mis les moyens, ils ont fait un plan d'investissement sur 4 ans, 75 milliards. Nous, on est resté dans notre petite boîte en espérant surtout qu'on n'allait pas être touché par les flux migratoires et on a fait que courir après l'urgence. Ah oui, et pourquoi donc? Notamment parce que le marché de l'emploi n'est pas le même. Une distorsion entre le discours d'Emmanuel Macron, candidat, et la politique dans les actes aujourd'hui. Ce projet de loi immigration et asile qui sera présenté en 2018. Est-ce que la majorité présidentielle pourrait se fissurer? On voit que tous vos collègues députés en Marche ne sont pas forcément d'accord avec le contenu de ce texte. Je ne sais pas comment ils font pour être d'accord ou pas d'accord, puisqu'ils n'ont pas encore vu le texte. Donc, on en connaît déjà des grandes lignes. Je plaisante, mais franchement, c'est vrai qu'on a besoin de voir d'abord quelle sera la proposition qui sera faite par le gouvernement de manière précise, et qu'ensuite, pour que l'ensemble de la majorité puisse pleinement être associé et soutenir ce texte, et je ne doute pas que ce sera le cas, qu'on ait l'ensemble des éléments qui soient traités. Effectivement, la réduction des délais de procédure, c'est l'élément central, parce que c'est comme ça que le parcours d'intégration peut commencer plus tôt pour ceux qui se voient
reconnaître le statut. Et c'est aussi comme ça qu'on peut éventuellement avoir un peu plus de retour qu'aujourd'hui pour les personnes qui ne pourraient pas rester en France, puisque au bout de 2 ans, quand quelqu'un a commencé à construire sa vie en France, il est très difficile d'envisager un retour. Donc la réduction des délais est vraiment centrale. Et il faut ensuite que les 2 autres aspects, une politique d'intégration ambitieuse, c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre, soit bien conduite dans ce pays, et qu'on ait aussi un peu plus de retour, sinon c'est le droit d'asile lui-même qui est dévoyé. Très rapidement, Jean Fontenier, oui, écoutez, on a rencontré, pour l'alimentation, il y a les associations qui ont été convoquées, pour le travail, il y a eu un début de dialogue. Pourquoi il n'y a pas de dialogue sur la question de l'immigration, qui est un sujet central? Et nous, nos associations, elles sont au cœur de cette question, donc elles savent très bien que les gens qu'on va mettre dehors, ça va être une embolie totale dans les villes. Il y a un grand nombre de cités qui ont déclaré la semaine dernière que ça allait être la catastrophe dans les semaines qui vont suivre. Donc, je ne veux pas mettre les gens dehors, et vous avez raison, par contre, il faut un dialogue avec les associations, et je suis sûr qu'on trouvera les moyens de ce dialogue avec le gouvernement. Enfin, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment rapidement mis en place. Mais, les associations demandent de nouveau un dialogue. Merci Aurélien Taché, merci à vous Jean Fontenier, merci Florence Berthoud, merci Pierre-Henri d'être venu sur ce plateau. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre d'État, j'étais samedi à Briançon à l'occasion des États généraux des migrations. Pour l'occasion, rappelant ainsi la totale solidarité que symbolise cette pratique, une cordée de 330 personnes s'est étendue le long du col de l'Échelle, le même où les panneaux France ont étrangement été retirés pour égarer les migrants. Après avoir échappé à l'esclavage en Libye, après avoir évité la noyade en Méditerranée, hommes, femmes et enfants entreprennent par milliers la traversée des Alpes à peine vêtus, malgré le froid, malgré la neige qu'ils découvrent pour la première fois. Jamais depuis Hannibal, la traversée des Alpes n'aura été aussi périlleuse. Mais le gouvernement français, aveuglé par les chiffres et sans considération aucune pour la souffrance humaine, renvoie à la frontière, par moins 10 degrés, ces gens à peine vêtus. Comme partout sur le territoire, associations et citoyens se mobilisent pour le respect de la vie humaine, pour ne pas transformer les Alpes en cimetière. Certains ont même été condamnés pour leur humanité. Samedi, la police était d'ailleurs là pour relever les plaques d'immatriculation des encordés. Alors que le président de la République, je cite, ne veut plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans les rues, dans les bois. Je veux partout des hébergements d'urgence. L'État gaze les migrants et leurs biens, lacère leurs tentes ou brûle leurs couvertures. Étape supplémentaire dans l'indignité, votre circulaire du 12 décembre autorise désormais la police à traquer les réfugiés jusque dans les hébergements d'urgence, provoquant l'ire des ONG. Indigne et absurde, cette mesure jettera dans les rues des gens qui, pour survivre, pourraient commettre l'irréparable. Le défenseur des droits voit dans votre politique un tournant déplorable en matière de respect des droits humains. Le gouvernement lui répondra bientôt par un projet de loi Asile et Immigration qui envisage de doubler la durée légale de rétention. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande, cette politique respecte-t-elle le devoir et l'honneur de la France invoqués solennellement par le Président le 23 juin dernier? Merci. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, non, la politique de la France n'est pas indigne. Oui, nous accueillons beaucoup de celles et de ceux qui ont droit à l'asile. Et ce matin encore, j'accueillais un certain nombre de réfugiés qui venaient du Darfour, qui venaient de l'Érythrée. Mais comme l'a dit le président de la République, autant nous devons accueillir celles et ceux qui sont victimes de la guerre, qui sont victimes de la politique dans leur pays, autant nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des migrants économiques. Et donc nous présenterons un projet de loi qui vise à réduire à 6 mois l'examen de la demande d'asile, de manière à pouvoir donner en un minimum de temps la réponse, de manière à accueillir très vite celles et ceux qui auront vocation à s'installer en France et celles et ceux qui devront évidemment être éloignés. Mesdames et messieurs, lorsque l'on regarde le nombre de non-admissions aux frontières,
Il y en a eu 100 000 cette année. Qui pense que nous aurions pu accueillir ces 100 000 avec les 95 qui aujourd'hui ont fait leur demande d'asile? C'est impossible. C'est une ville complète qu'il faudrait construire. C'est totalement irréaliste. Oui, nous avons le sens des responsabilités. Merci. Bien, merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et au nom de mon groupe, je me joindrai aux propos qui ont été tenus à l'instant par notre collègue Guillaume Gontard. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, vous le savez, toutes les associations humanitaires protestent depuis quelques jours contre la circulaire que vous avez prise le 12 décembre qui demande ni plus ni moins qu'un tri dans les personnes qui sont accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence, et cela au détriment, au mépris du principe d'accueil inconditionnel qui est inscrit dans notre droit, Monsieur le Ministre, et qui fait l'honneur et la grandeur de notre pays. Cela a été rappelé, le Président de la République a dit qu'il ne voulait plus personne qui dorme dans les rues, dans les bois d'ici la fin de l'année. Il vous reste donc 11 jours, Monsieur le Ministre, pour mettre un terme positif aux vœux du Président de la République. Chaque jour, depuis maintenant plusieurs semaines, est dénoncé un recul sans précédent en France du respect de nos droits fondamentaux en matière de politique migratoire par le Défenseur des droits, Jacques Toubon, le Secours catholique, la Fédération de l'entraide protestante, la FNARS, la CFDT, la CNCDH. Vous le savez, ça a été rappelé, à Paris, des tentes des migrants sont lacérées. À Calais, des centaines de couvertures sont détruites. Certains, ça a été rappelé, traversent les Alpes dans des températures glaciales au risque de leur vie. Les maires de grandes villes vous ont saisi de toutes couleurs politiques pour vous faire part de leur inquiétude. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez fait une réponse qui est un peu à côté. Aucun être humain, migrant ou non, ne peut être traité au mépris de nos règles de droit et au détriment de notre humanité. Le président de la République, alors candidat, mettait en avant l'honneur de la France d'accueillir des réfugiés, mais les paroles se sont envolées, les actes restent et disent aujourd'hui le contraire. Monsieur le ministre, entendez-vous entendre toutes ces grandes voix qui vous alertent et qui vous demandent un peu d'équilibre dans votre politique et donc ramener la dignité, le respect de la loi et le respect des devoirs de la France dans cette politique? Bien, la parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie, de quoi parlons-nous? Nous parlons du programme d'état d'urgence 177. Il se compose de 2 centres différents, les CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui accueillent des personnes ou des familles qui connaissent des graves difficultés, notamment économiques, familiales, mais aussi des difficultés de logement, de santé ou d'insertion. Le but est de les aider à accéder à leur autonomie personnelle ou sociale ou de la recouvrer. Deuxième point, les centres d'hébergement d'urgence. Les centres d'hébergement d'urgence qui permettent la mise à l'abri de toute personne pour un temps très particulier. Au 31 décembre, ce nombre de places était de 128 000, en augmentation de 95% par rapport à 2010. Oui, mesdames et messieurs, nous avons doublé le nombre de places et aujourd'hui, cela ne suffit pas, ce qui montre que nous devons avoir une politique, comme je vous l'ai dit, d'immigration qui soit une politique responsable et c'est, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que nous continuerons à faire. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À quelques jours à peine de la Conférence nationale des territoires et au terme d'un débat national budgétaire douloureux,
voire même décevant sur un sujet ô combien cher à nos collectivités et à nos concitoyens, le logement, son financement et sa nécessaire réforme. Malgré un épisode lors duquel le Sénat avait pourtant fait l'effort d'un travail collectif, transpartisan, dont l'objectif était d'atténuer les conséquences du choix du gouvernement de baisser les loyers de 1,5 milliard d'euros pour compenser la baisse des APL en 3 ans, entraînant plus de 10 milliards d'euros d'investissement en moins dans la construction et la rénovation de logements. Le gouvernement a souhaité continuer de façon abrupte à porter sa vision en remettant à l'Assemblée nationale la même contrainte financière en direction du monde du logement, faisant fi des propositions pourtant consensuelles du Sénat. Demain, Monsieur le Premier ministre, démarre le premier temps fort de la conférence de consensus sur la réforme du logement. Souhaité à juste titre par notre président Gérard Larcher et accepté par le président de la République sur la réforme du logement et l'équilibre des territoires. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, après cet épisode malheureux du budget, nous assurer que l'investissement qui va être engagé par les 2 chambres parlementaires, ainsi que le monde du logement et les collectivités, sera véritablement pris en compte et nourrira le projet de loi que le gouvernement va déposer au printemps sur le bureau du Parlement? Que cette concertation ne sera pas simplement un alibi pour faire accepter l'inacceptable. Nous comptons sur vous, Monsieur le Premier ministre, et sur le gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la politique du logement. Après le débat budgétaire que vous mentionnez, avant la conférence de consensus que vous évoquez, et vous faites état d'un débat qui, selon vos propres termes, aurait été peu satisfaisant. Vous êtes une spécialiste reconnue du sujet, et je parle donc avec prudence devant vous. Vous êtes une spécialiste reconnue du sujet, mais compte tenu, j'imagine, de la limitation de temps qui vous est impartie pour vous exprimer, vous avez, contrainte et forcée, bien entendu, Madame la sénatrice, réduit la réforme que nous envisagions à un aspect qui n'est pas inexact, mais qui, vous le reconnaîtrez, je pense, avec objectivité, est très incomplet. Car vous auriez pu aussi bien, Madame la sénatrice, évoquer les contreparties que nous mettons à disposition des acteurs du logement social. Vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu, Madame la sénatrice, évoquer aussi bien les avancées nombreuses qui ont été celles du gouvernement pendant la discussion et que vous n'avez pas évoquées. Vous auriez pu évoquer le fait que la discussion a eu lieu dans cet hémicycle comme il est bien naturel, mais qu'elle a eu lieu aussi au cours de très nombreux rendez-vous avec les acteurs du monde du logement social, avec un grand nombre de sénateurs. Nous nous sommes du reste sur ce sujet entretenus tous les deux pour que vous puissiez juger l'ensemble des propositions et des avancées que nous formulions. Et il se trouve, et c'est parfaitement admissible, qu'après un débat, le Sénat a considéré qu'il n'était pas en mesure d'aller jusqu'à ce que nous proposions. C'est le droit le plus strict du Sénat. Je considère que nous avions une obligation de discuter. Je considère que nous avions une obligation d'expliquer l'objectif de notre réforme. Et je crois avoir compris des débats qui ont été conduits que cet objectif a été compris. Je pense même pouvoir vous dire, Madame la sénatrice, qu'à bien des égards, cet objectif est partagé. Reste la mise en œuvre de la réforme qui sera bouclée, car le Parlement, Sénat plus Assemblée nationale, adoptera le budget avec la disposition que vous évoquez. Viendra le moment de la mise en œuvre de cette réforme. J'ai indiqué aux acteurs du logement social, vous savez comme moi que certains ont signé l'engagement, le pacte, l'accord que nous leur proposions. J'espère que les acteurs du logement social viendront mettre en œuvre cette réforme. Elle est indispensable. Et là encore, même s'ils n'ont pas signé au moment où nous leur proposions l'accord, ils ont tous fait état du fait qu'ils partageaient les objectifs que nous fixions. Et puis viendra la conférence de consensus proposée par Monsieur le Président du Sénat, que nous avons acceptée,
dont nous avons, vous le savez, défini l'ordre du jour en commun et que nous abordons avec Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires avec un esprit ouvert, un esprit confiant, mais aussi avec un esprit déterminé. Une conférence de consensus, ça ne vaut que si chacun veut aboutir au consensus. Nous sommes déterminés à avancer et nous espérons que le débat avec les membres du Sénat, avec l'ensemble des acteurs du logement, nous permettra de définir les bonnes pistes, les bons instruments, mais surtout d'avancer. Car bien souvent, on s'arrête aux difficultés et alors même que tout le monde s'entend sur l'objectif à atteindre, les décisions à prendre pour l'atteindre font parfois un peu peur, rebutent un certain nombre d'entre nous. Nous sommes, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, déterminés à avancer. Monsieur le Premier ministre, merci. Madame Valérie Létard, vous avez 10 secondes. Merci Monsieur le Président. Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, en si peu de temps, il est difficile de résumer les choses. Simplement, Monsieur le Premier ministre, un consensus, un compromis, ça nécessite un pas pour chacun. Un pas du côté du Parlement, un pas du côté du gouvernement, tout pour trouver une synthèse au bénéfice des territoires et de nos concitoyens. Nous espérons que cette conférence de consensus sera véritablement un compromis qui veillera à aboutir à quelque chose de partagé et une avancée de chaque côté. On va retourner à la salle des conférences pour une nouvelle réaction à votre micro, Tam Trani. Vous êtes avec le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Oui, Mounir Majoubi, que se passe-t-il au Conseil national du numérique? Marie Eklund, tout juste nommée, a finalement renoncé à la présidence après la polémique autour de la nomination, notamment de Rokhaya Diallo. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous le comprenez? Bon, en tout cas, vous avez raison de le dire. Tout à l'heure, la présidente a décidé de démissionner. Beaucoup de membres ont décidé de démissionner avec elle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était la solution. On en a beaucoup parlé avec Marie Eklund. C'est une décision qu'elle a prise et que j'ai compris. C'était de dire elle avait un projet, ce projet qui s'appelait Penser demain, qu'elle voulait construire en l'ouvrant à des personnes pas forcément experts. Et puis, quelques heures, quelques jours, des personnes de la société civile. Et au bout de quelques heures, quelques jours, on s'est rendu compte que ce CNUM, tel qu'il était organisé, aujourd'hui, il allait être inaudible sur les sujets sur lesquels il était attendu, sur les sujets numériques. Pourquoi? À cause de la polémique qui a été soulevée par cette nomination de Rokhaya Diallo, qui a des propos sur le racisme d'État, etc. Ça, c'est vous qui dites tout à cause de tout le dialogue qui a dépassé celui du numérique. En fait, ce Conseil national du numérique, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Ce gouvernement, il en a besoin. Moi, j'ai besoin d'un conseil qui est en avance sur les questions du numérique, capable d'orienter. Vous savez, le Conseil national du numérique, c'est une autorité, c'est pas une autorité, pardon, c'est un conseil consultatif administratif qui est censé orienter le gouvernement dans ses choix liés aux politiques numériques. Donc, après ces quelques jours, il y a ces polémiques qui naissent de tous les sens. Avec Marie, on fait le diagnostic qu'ils n'arriveront pas à porter les sujets du numérique et je lui ai proposé de refaire une nouvelle recomposition. On a travaillé ensemble plusieurs jours et malheureusement, et ça c'est le constat qu'on fait tous les deux, on n'a pas réussi à trouver de solution. Et donc Marie a décidé que le plus simple pour elle, puisque ce projet qu'elle avait voulu porter n'a pas pu réussir, ça a été de démissionner. Mais vous savez, moi je viens du monde du numérique, du monde des startups. Vous étiez l'ancien président du Conseil national du numérique. On rate un projet qui ne fonctionne pas, on rebondit, on refait un autre. Donc on va renommer un nouveau conseil. Moi j'ai absolument besoin... Dans combien de temps? Tout début 2018, parce qu'on a absolument besoin d'eux. Moi je vais vous le dire, il y a les États-Unis aujourd'hui qui mettent en danger la neutralité du net. Cette question, elle est fondamentale pour les Européens, elle est fondamentale pour les Français. Il y a aujourd'hui une question sur l'inclusion numérique. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les gens dans la ruralité, dans les quartiers populaires, partout en France qui ne savent pas utiliser le numérique? 20% de la population, c'est l'urgence. Donc il y a tellement de questions d'urgence sur le numérique qu'il y a besoin d'un conseil du numérique au travail sur les questions de numérique. Est-ce que ce n'est pas le pic d'une crise qu'il y a eu autour de la gouvernance du Conseil national du numérique? On sait que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il n'y avait pas de président. Écoutez, le Conseil national du numérique, il a un rôle particulier, c'est une instance nouvelle. Elle a beau avoir près de 10 ans, elle est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle représente un secteur qui est mouvant, avec des gens qui émergent, qui sont récents. Il y a des startups qui sont présentées, ça n'existait pas avant. Ce conseil, il a un double rôle, il a à la fois un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire qu'il est à la fois proche du gouvernement, parce que c'est un conseil administratif consultatif, je le rappelle, c'est pour ça qu'il y a des moyens de l'État pour accompagner ce conseil, pour orienter l'action. C'est-à-dire qu'on doit se faire confiance pour que le gouvernement fasse dans le sens de ce que recommande le conseil. Et puis aussi un pied à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il représente excusez-moi du mouvement, qui représente les experts de ce sujet-là. Et qui lui permet aussi, et c'est ce que j'ai fait quand j'en étais président, de s'auto-saisir et de contester parfois les décisions du gouvernement. Mais
le CNUM, il est fort quand il arrive à être présent. Et là, ce qui s'était passé, c'est qu'on voyait bien qu'on n'arriverait pas, dans les mois et les années à venir, à travailler dans la confiance, à travailler dans la sérénité. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion. Mais vous ne trouverez aucune tension entre la présidente Marie-Eklund et moi. Et c'est vraiment une décision qu'elle a prise et qu'on a discuté ensemble. Une décision commune, donc finalement. Non, commune, je ne veux pas remettre en cause. C'est la présidente, c'est elle qui décide. Mais c'est une décision que j'ai comprise et sur laquelle on avait échangé. Le Conseil national du numérique, nouvelle formule, aura tenu 2 jours après le départ de sa présidente. Les démissions se sont poursuivies en cascade. Jérôme Rabier. Une nouvelle présidente qui claque la porte, suivie par 25 des 30 membres. Voilà la crise qui frappe le Conseil national du numérique. Marie-Eklund, cofondatrice d'un fonds d'investissement spécialisé dans le numérique, a démissionné moins de 10 jours après sa nomination. En cause, une polémique sur la composition de son équipe qui comprenait notamment la militante antiraciste Rokhaya Diallo ou le rappeur Axiom. Tous deux critiques du traitement de la France envers les minorités. Une démission actée par le secrétaire d'État chargé du numérique. Elle avait un projet, ce projet qui s'appelait Penser demain, qu'elle voulait construire en l'ouvrant à des personnes pas forcément experts. Et puis quelques heures, quelques jours, des personnes de la société civile. Et au bout de quelques heures, quelques jours, on s'est rendu compte que ce CNUM, tel qu'il était organisé, aujourd'hui il allait être inaudible sur les sujets sur lesquels il était attendu. Même son de cloche dans la majorité à l'Assemblée qui rappelle le rôle du Conseil, nommé par le gouvernement et qui travaille pour lui. Ce conseil numérique, ce n'est pas une association, vous savez, de gens et d'experts qui doivent être réunis pour donner leur avis. C'est un conseil d'avis au ministère. Si on n'arrive pas à avoir une composition qui fasse consensus, qui permet de travailler, globalement, c'est qu'on a un problème. Mais pour la militante antiraciste Rokhaya Diallo, le gouvernement qui avait acté la composition du Conseil national a cédé aux pressions. Le gouvernement a cédé à une pression qui émanait d'une part de la fachosphère et d'autre part d'une frange de la sphère politique qui est assez hostile aux positions que je défends, notamment sur les questions de racisme. Mounir Majoubi, lui-même ancien président du Conseil national du numérique, souhaite qu'un nouveau président soit nommé rapidement pour s'attaquer aux chantiers prioritaires comme l'inclusion numérique ou la défense de la neutralité du net. Et l'ancien président du Conseil national du numérique, Gilles Babinet, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Gilles Babinet, bonjour. Je le disais, vous êtes l'ancien président du Conseil national du numérique. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur dans le numérique. Que vous inspire cette polémique Jérôme Rabier le disait après à la démission de la présidente Marie-Eklund. Évidemment, rien de glorieux, enfin de joyeux plutôt. J'aurais aimé que Marie puisse mener son projet à bien. Ça n'a pas été possible, mais je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a eu pratiquement sous chaque mandat des heurts, des démissions, et je crois que c'est aussi le propre d'un monde qui probablement est souvent en rupture avec les traditions, avec les usages. Et donc, même si on ne peut pas s'en réjouir, quelque part, c'est aussi pas totalement anormal. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la société civile n'avait pas sa place dans ce conseil, n'a pas sa place dans le Conseil national du numérique ? Alors, c'est compliqué parce que, si vous voulez, moi, j'ai une posture qui est particulière à cet égard. Je veux dire, à titre personnel, je suis assez proche des idées de Rokhaya Diallo et de Axiom. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas le nier, voilà. Mais je crois que l'enjeu, ça a été pas tant de dire la société civile n'a pas sa place, ça a été de se dire est-ce qu'on a les conditions du débat ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit un débat qui soit constructif, qui ne soit pas systématiquement pollué si vous voulez, vous êtes sur une ligne de crête qui est très étroite, c'est-à-dire que d'un côté, vous devez conseiller le gouvernement et donc, d'une certaine manière, ne pas toujours être aligné avec ce gouvernement. De l'autre côté... Il y a une indépendance de pensée au sein du Conseil national du numérique, c'est ce que rappelait Mounir Majoubi. Oui, enfin, vous savez, je le disais encore il y a peu de temps, mon histoire, c'est que lorsque j'étais nommé, j'avais, pas pour mandat, mais en tout cas, beaucoup de gens pensaient très fort que j'allais pouvoir sortir le gouvernement de l'époque du problème Hadopi. Plus personne ne se souvient de ça, mais c'était vraiment une épine dans le pied du gouvernement. Et lorsque j'ai été nommé, avec les membres, on a arrêté la position de ne pas s'occuper d'Hadopi.
parce qu'on se disait c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on parle d'Hadopi, on ne parlera pas de la compétitivité, des enjeux sociétaux très importants qui sont liés au numérique. Et donc notre indépendance, ça a été ça. Mais ça a été après, je dirais, un certain nombre d'échanges avec le gouvernement, compris et interprétés comme tels et perçus comme constructifs. Donc vous êtes encore une fois sur une ligne de crête où vous devez avoir une certaine liberté, mais vous n'êtes pas là pour refondre un programme politique entier qui pourrait ne pas être nécessairement aligné avec le programme du gouvernement élu. Il peut survivre à cette crise, le Conseil national du numérique. Il n'allait plus être audible, hein. C'est ce que dit justement Mounir Mahjoubi, secrétaire national en charge des questions numériques. Alors, non seulement il peut survivre, mais il va survivre. J'ai eu des échanges avec Mounir, et Mounir a besoin du Conseil. Vous savez, vous êtes face à un monde que personne ne connaît. L'intelligence artificielle, les blockchains, les données personnelles, tout ça, ce sont des enjeux qui sont majeurs, qui déterminent le monde qui vient. Et donc, on a besoin d'éclairage, on a besoin de gens qui réfléchissent d'un point de vue du numérique, qui sont issus des startups de cet univers-là, mais aussi de philosophes, de sociologues, d'économistes, et qui, je dirais, dans ce débat inter-experts, réussit à proposer une vision qui enrichit le travail du gouvernement d'une façon générale. C'est l'idée. Et les critiques étaient telles, avant que le Conseil existe, à l'égard de politiques numériques qui étaient souvent inappropriées, que je ne crois pas qu'on reviendra en arrière. Et encore une fois, je le répète, ce que Mounir a déclaré sur votre antenne il y a encore quelques minutes, c'est qu'il souhaite faire continuer ce Conseil. Et de ce que je crois, il souhaite que ce Conseil préserve une dimension qui montre une certaine audace, notamment sur l'inclusion des représentants des territoires, des minorités. C'est, je crois, un engagement de Mounir personnel dans son histoire politique, et je pense qu'il préservera cette dimension-là. Quels sont les défis aujourd'hui de ce Conseil national du numérique? Vous évoquiez Hadopi quand vous étiez à la tête de cet organisme. Ils sont innombrables. Franchement, je pense que les enjeux de souveraineté, le déplacement des souverainetés économiques, sociétales, de régulation sont des enjeux qui vont nous occuper probablement pour les décennies à venir. L'émergence de l'intelligence artificielle, la façon dont on régule des systèmes qui sont par définition auto-apprenants, c'est un enjeu absolument essentiel. Récemment encore, on a eu un changement de posture de l'administration américaine à l'égard de la neutralité du net. Et je pourrais sans doute vous énoncer encore une dizaine de sujets assez facilement. Donc vous voyez bien qu'on est face à un continent inconnu et qui nécessite qu'on ait une expertise qui soit, je crois, assez plurielle. Gilles Babinet, on est ici au Sénat, où la couverture numérique du territoire inquiète beaucoup les parlementaires. Là aussi, le Conseil national du numérique peut avoir un rôle, être moteur pour justement en finir avec ces fameuses zones blanches en France. Oui, vous voyez, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que pendant longtemps, encore aujourd'hui, on nous explique que la couverture ne peut exister que par la fibre. Or, on se rend compte, je crois, qu'il est irréaliste de penser fibrer 100% des Français ou des gens qui habitent sur ce territoire, notamment parce que entre le prix d'une prise qui va se situer au fin fond des territoires en Corse et au milieu du premier arrondissement, eh bien, les coûts sont probablement d'une échelle de 1 à 30. Donc il y a certains cas où on va trouver des systèmes alternatifs. On se rend compte que la 4G est un outil qui fonctionne bien et sans doute dans une perspective de 5G, on aura ce qu'on appelle beaucoup plus de montée en débit, c'est-à-dire un maillage entre de la fibre et des technologies alternatives, dont la 4 et la 5G. Donc c'est ce genre d'éclairage que peut entre autres amener le Conseil national du numérique et réussir à créer des consensus sur des paradigmes nouveaux. On est aujourd'hui à quelques jours de Noël. On sait qu'en 2016, une entreprise sur 6 dans l'Union européenne a vendu sur le web. C'est la preuve aussi de l'importance d'Internet dans le développement des entreprises. Mais là, la France aussi est en retard. Elle figure en bas du classement. Alors, est-ce que le Conseil national du numérique peut justement avoir un rôle pour permettre à ces entreprises de ne pas rater cette marche? Oui, c'est d'ailleurs le principal enjeu. C'est, si vous voulez, le numérique, c'est une nouvelle discipline
elle peut le pire et le meilleur. Et je crois qu'il ne faut pas cacher qu'il y a aussi des risques inhérents à l'émergence de la révolution digitale. Et je pense que le Conseil peut participer à la création d'une société numérique dans son ensemble. Donc sur ces sujets, il est évidemment important de comprendre ce qui se passe. Donc les données, notamment d'Eurostat que vous évoquez, sont très intéressantes parce que comme ça, on pourrait se dire, on se débrouille bien, on fait de l'e-commerce, etc. Non, effectivement, on est, je crois, 3e avant-dernier pays dans le classement Eurostat. Avec les pays de l'Est. Voilà, il y a des explications à ça. Et je crois qu'on peut y pallier. On peut trouver des mesures qui permettent de pallier à ça. Faut-il encore que ce ne soit pas en faveur presque exclusivement d'un ou deux acteurs qui sont des acteurs globalisés et qui peuvent potentiellement détruire notamment les villes de taille moyenne, ce qu'on observe largement, où les commerces... exemple, vous pensez à qui? Vous pensez aux grosses plateformes? Non, je pense que, si vous voulez, vous prenez une ville comme Nevers, où j'étais il n'y a pas très longtemps, le centre-ville à 9h, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc on a fait des erreurs. D'abord, on a fait une erreur de planification d'urbanisme, où on a mis les commerces en périphérie. Et donc voilà, et comme ce sont des commerces qui sont plus efficaces, notamment parce qu'ils utilisent des chaînes logistiques qui sont digitalisées, ils ont expurgé la valeur des villes. Voilà. Et là, on est en train de se dire, finalement, l'e-commerce, c'est sympa. Des acteurs comme Amazon sont très efficaces, mais le Amazon Prime qui livre très très rapidement, on peut se dire, je ne vais plus sortir et je ne vais plus participer à la vie de la cité, etc. Donc, on doit avoir ces réflexions. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre que le digital n'est pas un objet en soi, mais le digital, c'est quelque chose qui doit être étudié dans une mise en contexte qui fait intervenir des acteurs qui viennent de l'économie, la sociologie, de tout un tas de disciplines, et que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre et à dessiner le monde de demain. Et c'est en soi assez louable de vouloir accepter, de remettre en perspective des outils de régulation, de législation qui sont, il faut quand même le dire, assez stables depuis des décennies, voire plus d'un siècle. Alors que la ratification des ordonnances par le Parlement devrait être finalisée fin janvier 2018, après l'examen au Sénat, les syndicats ont du mal à mobiliser contre cette réforme du Code du travail. À l'appel de la CGT, un rassemblement avait lieu aujourd'hui à Paris. Écoutez ces réactions de syndicalistes recueillies par Stéphane Amalian. On a vu que là, ils avaient pris une 6e ordonnance pour encore muscler le contenu des ordonnances. Donc il ne faut surtout pas, même s'il ne se passe plus rien au niveau national, au niveau interprofessionnel, nous, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Il y a plein de grèves, des grèves extrêmement longues, des grèves déterminées. Il y a une grève par exemple chez Vélib, main dans la main, Sud et la CGT. On a gagné le maintien de l'emploi. Il y a une grève dans le nettoyage, 45 jours de grève, ils ont gagné. Il y a des grèves en cours dans l'hôtellerie, il y a des grèves en cours dans la restauration. Il n'est pas vrai que les salariés ne veulent pas se battre. Nous, on voit tous les jours que sur le terrain, en tout cas, ça se bat. Pour se défendre, pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'augmentation des salaires, il y a un potentiel. Et c'est ce que la manifestation d'aujourd'hui veut exprimer. Il est allé trop vite parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment tenu compte de ce que les organisations syndicales proposent. Parce que la CGT a des propositions aussi, mais généralement, ils en tiennent très peu compte, quoi. Et c'est dans ce contexte que le Sénat s'empare de cette réforme du Code du travail. Les ordonnances ont été examinées ce matin en commission avant un passage en séance. Ce sera fin janvier. Comment cette réforme, qui a pour objectif de changer l'état d'esprit du Code du travail, a-t-elle été accueillie par les sénateurs? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. Les ordonnances sur le Code du travail sont de retour au Sénat. Ce matin, la commission des affaires sociales étudiait le texte qui reste fidèle à la volonté du gouvernement. Les améliorations que peuvent apporter la majorité du Sénat ou la majorité de l'Assemblée nationale sont conformes à l'habilitation. Donc il faut maintenant mettre en place ces ordonnances et je suis persuadé qu'elles entraîneront un meilleur dialogue dans l'entreprise et qu'elles contribueront à lutter contre le chômage et contre les gens qui n'ont pas d'emploi sur le territoire national. Parmi les dispositions figure la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Concrètement, un employeur pourra dans certains cas négocier le temps ou l'organisation du travail directement avec ses salariés. Mais certains domaines resteront de la compétence de la branche. Les ordonnances prévoient également la fusion du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT, désormais englobés dans le comité social et économique. Autre mesure, les entreprises en difficulté pourront invoquer le licenciement économique. Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'un groupe sera restreint au territoire national.
Les indemnités prud'homales pour licenciement abusif seront plafonnées et le CDI de chantier devrait être créé. Les sénateurs socialistes et communistes opposés à ces ordonnances ne se font plus d'illusions. Ces mesures vont intégrer le droit français, mais eux pensent aux conséquences. Et le débat, il doit se faire maintenant avec la population pour bien expliquer qu'il n'y aura aucune création d'emplois, aucun dynamisme de l'économie qui sera la résultante de ce projet de loi, bien au contraire. Le gouvernement a adopté une nouvelle ordonnance ce matin en Conseil des ministres. Elle vise à apporter quelques rectifications et sera, comme les précédentes, discutée en séance à partir du 23 janvier 2018. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Philippe Mouiller, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, membre de la Commission des Affaires sociales. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Fabrice Angéi, bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. J'accueille également Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Sur ce plateau également, Jean-Louis Touraine, bonjour, sénateur socialiste d'Ille-et-Vilaine. Et enfin, j'accueille Martin Lévrier. Vous êtes sénateur à La République En Marche des Yvelines. Merci à tous les cinq. Messieurs, première question pour vous, Fabrice Angéi. On voit les syndicats qui ont de plus en plus de mal à mobiliser contre cette réforme du Code du travail. Comment l'expliquez-vous ? Ce que vous avez montré lors du reportage, en ouvrant ce débat, c'est la Fédération CGT du commerce. Ce n'est pas l'ensemble. Donc ça prouve bien qu'il y a aujourd'hui des luttes. Ça a été dit, il y a des luttes gagnantes dans les entreprises. Et à travers la question des ordonnances, il y a aussi la question du travail dominical. Il y a les questions aussi des plans de suppression d'emplois à Carrefour et dans d'autres enseignes à venir. C'était ça qui était dénoncé ce matin. Et moi, je vois différemment. Je vois des luttes qui se poursuivent, même si on indique que le processus de ratification touche à sa fin, avec différentes modalités. Donc il n'y a pas d'épuisement et dans ce pays, l'opinion publique est toujours opposée aux lois travail. Mais la mobilisation, vous ne le contestez pas, reste faible, cette opposition dans la rue ? La mobilisation, elle a de multiples formes. Là, ça a été, donc c'est sectoriel, on le voit, c'est les salariés du commerce, c'est pas simple à cette fin d'année. Et donc, je crois qu'en Carrefour, il y aura un mouvement de grève donc pour cette fin d'année aussi. Les luttes d'entreprise, elles sont nombreuses dans le territoire. Ce n'est pas uniquement une journée de mobilisation interprofessionnelle. Donc aujourd'hui, à la CGT, elle se déploie auprès des salariés pour expliquer, pour porter ses propositions et pour continuer un combat qui est de longue haleine, puisque avec les ordonnances, il y a, on ne va pas le développer ici, réforme de la formation professionnelle, apprentissage. Ce sera le second volet pour 2018. Martin Lévrier, on continue sur ce contexte. Comment expliquez-vous finalement cette faible opposition ? Vous la mettez au compte du gouvernement qui a su expliquer le bien fondé de cette réforme du Code du travail ? Je la mets au compte de tous les Français et de l'écoute qu'ils ont prise sur une nouvelle réforme du droit du travail qui est fondée sur une logique de négociation et de travail en commun. On change de paradigme. On était dans une logique avant souvent de lutte des classes, de conflit avec des syndicats et des patronats qui s'opposaient. On rentre, je crois, grâce à ce besoin de travailler ensemble dans une logique de négociation permanente dans l'entreprise et la loi ouvre toutes ces négociations et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui et c'est pour ça, je pense, qu'il y a une si faible mobilisation. Les Français l'ont compris pendant l'élection. Le président assume ses choix, écoute et fait évoluer ses propositions. Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. La négociation a été très forte. Continuons la négociation, arrêtons la lutte, comme vous le dites, et le combat. Jean-Louis Touraine, est-ce que la gauche sénatoriale est prête à refaire le match dans l'hémicycle sur la ratification de ces ordonnances, comme elle avait fait contre le projet de loi d'habilitation ? C'est pas à proprement parler un match. D'abord parce que les forces sont déséquilibrées, nous sommes largement minoritaires et par conséquent, on n'a que peu d'espoir de l'emporter. Pour autant, il est nécessaire que nous puissions nous exprimer parce que nous avons là en perspective une régression en matière de droit du travail qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. En fait, les évolutions dans notre pays ont toujours été une progression des droits des travailleurs, des droits généraux pour l'ensemble de la population. Là, on a un retour en arrière. Le nouveau monde se caractérise par des recettes anciennes et la possibilité pour le patronat de mieux licencier, plus facilement, sans indemnité, ou tout au moins en les diminuant. Bref, sous les mots du bonheur, parce qu'on parle de dialogue, de compétitivité, on parle de sécurisation, sous les mots du bonheur, on a en réalité une grande précarisation de l'ensemble des salariés.
Philippe Mouilly, on a entendu dans le reportage de Stéphane Amalian, Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, dire bien que ces ordonnances allaient permettre un meilleur dialogue dans l'entreprise. Est-ce que le Sénat va apporter quelques modifications ou est-ce qu'on s'achemine vers une ratification de ces ordonnances dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale? Alors, il y a quelques évolutions, quelques amendements ont été proposés ce matin, mais je crois que d'une façon générale, dans la philosophie du texte, on est bien dans les mêmes orientations qui ont été portées par le gouvernement. Quelques précisions qui sont souvent à la fois un regard plus particulier autour des très petites entreprises et quelques adaptations également sur la réécriture un certain nombre de règles à travers les branches. Donc on est vraiment sur des évolutions, mais le principe de la majorité sénatoriale, c'est avant tout un soutien sur cet élan de modernité, j'aime bien le terme modernité, du dialogue social qui correspond réellement aujourd'hui aux besoins à la fois des entreprises et des salariés. Jean-Yves Duménil, quel regard portez-vous sur ces ordonnances? Est-ce qu'elles vont permettre aussi de créer de l'emploi? Ça, c'est le défi aujourd'hui. Eh bien, écoutez, d'abord, le premier point qui est très important, et ça a été dit tout à l'heure, c'est que ce sont des ordonnances qui sont tournées cette fois-ci, et c'est suffisamment rare pour être souligné, vers les petites entreprises, qui sont adaptées aux spécificités des petites entreprises. Donc, très clairement, maintenant, ce qu'on en attend, c'est évidemment pas la possibilité de licencier. Vous savez, c'est pas le rêve des chefs d'entreprise de licencier. Licencier, c'est un échec pour le salarié, mais c'est aussi un échec pour l'employeur. Je crois qu'il faut quand même réaliser ça. Ce qu'on en attend maintenant, au contraire, c'est davantage de dialogue social. Là où on avait des accords tacites, qu'on puisse avoir des accords officiels, si je puis dire. Et puis aussi, on attend davantage de lisibilité pour les chefs d'entreprise, en espérant, et on va les inciter à le faire, qu'ils pourront embaucher davantage parce qu'ils auront davantage de lisibilité et qu'en cas de conflit, eh bien, à la fois du côté des salariés et du côté des employeurs, chacun sera en mesure de savoir ce qu'il attend. Voilà, donc cette lisibilité, elle est dans l'intérêt de tout le monde et donc on n'est certainement pas dans la lutte des classes, on est au contraire dans l'intérêt partagé des entreprises. Ouais. Fabrice Angy, est-ce que vous pensez que ces ordonnances vont permettre justement d'embaucher les salariés? Non, mais c'est Mme Pénicaud elle-même qui le dit, en disant que les ordonnances en soi ne créeront pas d'emploi, et ça on le partage. Pour une fois qu'elle dit quelque chose de juste, on le partage. Mais moi je veux revenir sur le dialogue social. Aujourd'hui, 35 000 accords d'entreprise sont signés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue social. Et parmi ces 35 000, c'est la moyenne annuelle, donc plus de 85% sont signés par la CGT. Donc voilà, on a des propositions, on signe aussi des accords lorsqu'ils sont favorables aux salariés. Ce que fait ces ordonnances, au contraire, ça va être de rendre plus difficile le dialogue social. Parce qu'on contourne les organisations syndicales sur la signature d'accords, on y reviendra peut-être, à travers les référendums d'entreprise d'une part, et puis on écarte certains indicateurs que peuvent être les délégués, ce que peuvent faire remonter les délégués du personnel sur la situation des collectifs de travail, sur les lieux de travail, les CHSCT, sur les organisations, et au contraire, moi je vous prédis des conflits beaucoup plus violents en enlevant les témoins et les indicateurs qui étaient les institutions représentatives du personnel sur le triptyque CHSCT, conditions hygiène, sécurité, conditions de travail, délégués du personnel et comité d'entreprise. Ça, c'est une réalité. Simplement, moi, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'évidemment, il y a déjà un dialogue social. Oui, il y a des accords qui sont signés. Vous l'avez dit, c'est parfaitement exact. Mais je ne vois pas pourquoi, demain, il y aurait moins de dialogue social dans les entreprises. Vous savez comme moi que dans les PME, et c'est simplement les faits, les syndicats de salariés ne sont pas présents. Il y a 4% de syndicats dans les PME. Donc, vous en savez comme moi les raisons aussi. Dans la loi El Khomri, on avait la faculté de signer des accords simplement à condition qu'on ait une présence syndicale. Donc ça veut dire que cette possibilité était offerte uniquement aux grandes entreprises et pas aux PME. Là, les PME vont enfin pouvoir profiter d'un texte. Donc c'est positif. Et c'est pas contre les syndicats, c'est simplement un constat. Martin Lévrier, est-ce que vous pensez que c'est une mise à l'écart des syndicats dans l'entreprise ? Je pense que ça peut être exactement le contraire. Encore faut-il que les syndicats le veuillent, parce que une entreprise, ce ne sont pas que des anges, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde a besoin de travailler ensemble et d'accord. Et quand on recherche un accord, un employeur qui va rechercher un accord intelligent a besoin de trouver des salariés qui ont envie de travailler avec lui. Et les salariés ont besoin d'être aidés. Et c'est là où les syndicats vont avoir un nouveau rôle, enfin leur vrai rôle, mais qui va reprendre à partir du moment où ils seront dans cette logique constructive de dire oui, l'entreprise c'est intéressant, ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble et on peut donc faire des accords. Moi j'ai fait des accords assez souvent avec des syndicats ou sans syndicats ou en faisant venir des gens qui n'étaient pas des syndicats et c'était les meilleurs accords. Donc reprenez le flambeau des petites entreprises, elles sont demandeuses, j'en suis convaincu, les employeurs ne sont pas des monstres et les salariés ne sont pas des monstres.
vous souhaitez intervenir. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est dans le même sens. Je crois qu'au contraire, le fait que dans des très petites entreprises, on ait la possibilité de discuter au sein même de la structure, ça doit pouvoir donner envie aux salariés de se renseigner, de se rapprocher des syndicats. Dès lors qu'il y a cette capacité d'avoir ce dialogue et cette volonté d'ouverture, je pense que c'est une plus-value. Et je reviens sur l'aspect création d'emplois. On est d'accord, on a entendu tous la ministre du Travail sur cette position, mais globalement, on est bien sur une réforme globale avec plusieurs étages. Et c'est lorsqu'on sera amené à traiter la globalité que je pense qu'on aura vraiment des vraies plus-values. Simplement un dernier exemple, j'ai eu l'occasion très récemment de rencontrer un certain nombre d'industriels étrangers. Déjà, le regard sur la France est différent parce que le fait d'avoir enclenché une réforme du Code du travail avec une volonté de souplesse donne plutôt un effet positif. Et donc, je pense que même en matière d'investissement potentiel et de partenariat, les choses peuvent bouger parce que c'est une philosophie différente qui est proposée aujourd'hui. Jean-Louis Touraine. Oui, sur ce point, parce que je l'ai entendu ce matin déjà, ça, laissant entendre que M. Macron arrive et par conséquent les investissements étrangers se développent. Faut quand même relativiser les choses. En 2012, nous étions le 17e pays de l'OCDE pour les investissements étrangers. En 2016, nous sommes le 8e pays. Et en 2017, le 7e pays. C'est dire que c'est une longue évolution et c'est pas lié seulement à l'arrivée de M. Macron. Deuxième chose, quand même, tout est en place. Moi, je suis d'accord sur le fait que dans la plupart des entreprises, le climat est le meilleur. Et je sais bien qu'un chef d'entreprise n'a pas pour vocation, n'a pas d'ailleurs comme envie de licencier parce que ses meilleurs compagnons, il veut les garder. En règle générale, et j'ai monté sur mon département quand j'étais président de conseil général, j'ai monté toute une réflexion avec le MEDEF, avec les syndicats, sur la dynamisation des parcours professionnels, pour montrer qu'on pouvait peut-être trouver des solutions pour éviter le chômage. La prochaine fois aussi. D'accord. Simplement, l'ensemble du dispositif est tel que on n'échappera pas sûrement à des licenciements en grande quantité. D'abord, la négociation. La négociation peut se faire du patron, le référendum peut être à la main du patron, avec les salariés qui sont en situation de subordination et par conséquent d'infériorité. Deuxièmement, l'accord d'entreprise permet de jouer pas sur les salaires, mais sur les revenus, sur les primes du 13e mois, ce qui explique d'ailleurs le mouvement des transporteurs qui ont voulu que ce soit réintégré dans l'accord de branche. Troisièmement, l'accord de compétitivité tel qu'il peut être décidé par accord à l'intérieur de l'entreprise est d'une telle largeur d'intégration de l'ensemble des thèmes que tout peut y rentrer. Et l'accord de compétitivité, il peut aller jusqu'à la baisse de salaire sans qu'il y ait de développer une contrepartie pour les salariés. Vous voyez que tout est en place pour faire que les licenciements se fassent de façon extrêmement rapide, sans autre formalité, et que les risques sont extrêmement grands de voir se précariser l'ensemble du salariat. Oui, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas idéaliser autant que cela le monde de l'entreprise et le monde du travail, sur lequel cette loi ne s'attarde pas du tout, ne s'intéresse pas du tout. Parce que les petites entreprises, moi je veux bien, on va discuter avec les salariés, mais il y a un lien de subordination qui est très fort. Et ça, on ne peut pas le nier, le pouvoir du patron. Et là, je ne fais pas un jugement de valeur sur bon patron, mauvais patron. Le pouvoir du patron est très fort sur les petites entreprises. Et c'est une des explications de la difficulté d'implantation syndicale, j'avoue, qui est faible. Mais la première des raisons, c'est la peur de se syndiquer, parce que la discrimination, elle est établie. Elle est établie par les statistiques, le ministère du Travail la reconnaît. On peut pas dire ça. Elle est établie, elle est reconnue. On est plus à l'époque de Zola, on peut plus dire une chose comme ça. Mais moi, je vous invite à aller voir certaines entreprises, on n'en est pas loin, et le Code du travail nous y ramène sur le paiement à la tâche, à l'époque de Zola et de l'absence de droit. Donc moi, je crois que ce qu'ont besoin les entreprises d'entreprise, c'est tout à fait autre chose. Elles ont besoin de carnets de commandes remplis, elles ont besoin d'une autre fiscalité sur cette entreprise, elles ont besoin donc de l'implication, de la responsabilité du donneur d'ordre. Parce qu'il y a un donneur d'ordre, malgré tout, pour une PME sur deux. Elles ont besoin d'un accès plus facilité au crédit bancaire, au réseau bancaire. Elles ont besoin aussi de pouvoir, et parce qu'elles sont importantes dans le tissu de la vie locale, donc participer au marché public des collectivités territoriales. Et je pense que sur ces points-là, on est d'accord. Et demain, on aura une négociation, peut-être vous et moi, sur la RSE. On verra si on sera capable de franchir un pas. D'abord, dans un premier temps, Martin Lévrier, ensuite Jean Duménil, si vous voulez. Oui, en quelques points. Le droit du travail, enfin pour moi, le droit du travail était devenu tellement rigide, et ça vous ne pourrez pas me l'enlever parce que je l'ai vécu, c'était devenu tellement complexe pour les entreprises qu'il y avait une peur du syndicat, ça je n'y crois pas beaucoup, mais une peur d'embaucher. Aujourd'hui, en
ouvrant les possibilités, on va créer la possibilité d'embaucher. Moi, j'ai rencontré toutes petites entreprises encore la semaine dernière qui m'ont dit enfin, on est relativement sécurisé, on sait les risques qu'on prend, on a envie d'embaucher et on va passer en CDI. Donc on va créer une vraie dynamique et j'invite les syndicats à rentrer dans cette dynamique. Je comprends la peur du changement, elle est normale, mais on doit rentrer dans une nouvelle dynamique. On ne peut pas accepter aujourd'hui. Vous savez, le recul, l'archaïsme, laissez-moi finir. On a le droit, on a un droit du travail qui était tellement rigide qu'il empêchait pour moi l'emploi. Et on a plus de 3 millions de chômeurs. C'est cela, moi, auquel je pense. On ne peut pas toujours penser à protéger les salariés qui ont un boulot et ne pas penser aux chômeurs. Et les chômeurs, il faut les faire rentrer en entreprise. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et je ne pense pas que le CDI de Prougy soit une grande avancée pour les demandeurs d'emploi. Moi, là où je vous rejoins tout à fait, c'est sur la question de la création d'emplois. Effectivement, la ligne bleue des Vosges pour tout chef d'entreprise, c'est le carnet de commandes. C'est ça qui génère la création d'emplois. Ça, c'est une certitude et je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Après, sur le dialogue social dans l'entreprise, quand on parle d'un référendum, qu'il y ait un lien de subordination à l'intérieur de l'entreprise, oui, c'est un fait. Dans la relation de travail, il y a un lien de subordination. Celui-là, personne ne le conteste, évidemment. Maintenant, imaginez un chef d'entreprise qui ferait un référendum et qui ferait un référendum qui n'aille pas dans l'intérêt de ses salariés. Est-ce que vous croyez derrière que ça serait l'intérêt collectif de l'entreprise? Est-ce qu'il aurait intérêt lui-même à se tirer une balle dans le pied? La réponse est non, évidemment. Quand vous êtes dans une petite boîte, vous avez intérêt à garder vos salariés, vous avez intérêt à avoir des salariés motivés, et si vous n'avez pas ça, de toute façon, l'entreprise, elle n'ira pas loin le lendemain, c'est évident. Philippe Mouillet. Oui. Pour compléter cet argumentaire, moi, je vis sur le terrain d'un territoire avec beaucoup de PME et beaucoup d'artisans, qui aujourd'hui voient clairement leur cahier de commande s'améliorer. Avec toujours cette question, est-ce que je passe le pas d'un recrutement supplémentaire parce que je ne suis pas de certitude sur l'évolution de mon cahier de commande et parce qu'aujourd'hui, mes inquiétudes, à la fois mes inquiétudes juridiques et mes inquiétudes financières, sont importantes et donc il y a une vraie difficulté. Et ils attendent aujourd'hui l'application généralisée de ces ordonnances. La question de la relation avec le prud'homme est une vraie question. D'ailleurs, c'est aussi le débat de la réforme des prud'hommes. Et ce sont des questions que se posent sur le terrain, des chefs d'entreprise qui ne vont pas de grandes politiques, qui sont avant tout dans une démarche de dire comment je fais pour développer ma structure, répondre à ma clientèle, tout ça en faisant en sorte d'avoir des salariés qui soient engagés dans l'entreprise. Donc il y a un levier, d'ailleurs un autre point qui n'a pas été abordé, c'est aussi le levier des seuils. Ces questions-là n'est pas traitées dans les ordonnances, mais ça fait partie aussi de ces points de blocage sur lesquels aujourd'hui c'est une réalité. Et l'emploi aujourd'hui de demain, à mon avis, c'est avant tout les PME et les TPE qui seront porteurs de l'emploi, beaucoup plus que les grands groupes qui sont aujourd'hui dans une organisation qui ont l'habitude de travailler dans le dialogue social. Et cette souplesse, elle est nécessaire pour ces structures. Jean-Louis Touraine. Oui, sur le référendum d'entreprise, dans la loi El Khomri, c'était la possibilité donnée aux syndicats d'organiser un référendum lorsque l'accord ne recueillait pas 50% des voix. Là, c'est le patron qui peut le faire. Encore une fois, en général, les patrons sont bien intentionnés. Et les raisons que vous avez données me paraissent parfaitement recevables. Aucun chef d'entreprise, à part quelques tordus, n'ont envie de couler leur entreprise. Il n'en reste pas moins que la vie de l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Et qu'il y a des moments difficiles, des passages qu'il faut franchir, des obstacles. Et parfois, la nécessité, par exemple, de licencier, de se débarrasser, faire en sorte qu'on compresse le personnel. Et dans ce cas, on peut très bien passer par un accord de compétitivité à condition qu'il y ait un vote à l'intérieur de l'entreprise. C'est le patron. Il n'y a pas de négociation préalable à la question du référendum. Il n'y a pas d'obligation. Par conséquent, le patron pose la question ou les questions qu'il veut. La réponse, c'est par oui ou par non. Imaginons, juste un seul instant, mais c'est de façon un peu caricaturale, imaginons que pour l'accord de compétitivité, le patron dise on va plutôt licencier les gens qui ont plus de 50 ans. Tous ceux qui ont moins de 50 vont voter pour. C'est bien que vous avez forcément un peu des dés qui sont pipés sur les il y a des règles qui restent, le droit du travail comme des bases. Votre main levée, les règles l'entreprise l'emporte. Là-dessus, c'est incontestable. Lisez les ordonnances, c'est exactement comme ça que les choses risquent de se passer. Sur les prud'hommes, je pense que ça nécessite tout à l'heure qu'on ait un petit instant consacré à cette affaire, parce que c'est une entorse fondamentale au droit français. Le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l'intégralité de la réparation du préjudice que vous avez subi. Ça, c'est nouveau dans le droit français. Le Code civil précise que tout individu a droit à une juste réparation.
Oui, sur les licenciements, je venais un peu à mon tour. Excusez-moi. Sur les licenciements, il faut arrêter de faire croire qu'on ne pouvait pas licencier auparavant et jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Sinon, on n'aurait pas eu la courbe de chômage que l'on connaît. Oui, des licenciements sont possibles. Ils étaient possibles en cas de difficulté économique, en temps de faute réelle, etc. C'est pas ça dont il s'agit ici. Ici, c'est de permettre un licenciement en toute impunité, ce qu'on appelait un kit prêt à l'emploi, puisque de côté, vous avez des lettres types où vous remplissez le nom. Vous avez effectivement la justice prud'homale qui est duale, je veux dire comme ça, hein, un juge patronal, un juge syndical, enfin, des représentants des salariés. Donc il y a une espèce d'équité et d'équilibre malgré tout. La mission, c'est la réparation du préjudice. On n'est pas dans une indemnité légale de licenciement. Derrière ça, vous avez les délais de recours qui sont raccourcis auprès de la justice prud'homale, et vous avez le fin du fin, la possibilité de motiver, de dire la raison du licenciement après avoir licencié le salarié. Ça, c'est pas faciliter le licenciement. Revenons encore une fois un peu à la réalité. C'est la réalité des écrits d'ordonnance et des décrets d'application. Bien sûr, mais est-ce que vous croyez réellement que le système qui était en vigueur jusqu'aux ordonnances était idéal? Est-ce que c'était normal que dans certains cas, il y ait une condamnation à 10 et dans l'autre cas, pour la même chose, il y a une condamnation à 40? Il y avait quand même un problème d'équité et de justice. Là aussi, la juste réparation, elle ne peut pas être différente d'un tribunal à un autre. C'est rendre la réparation à la place du juge. Moi, je veux bien. Mais et puis ensuite, quand vous nous parlez, on va parler du barème. N'oubliez pas que le barème, et vous le savez bien, c'est le 3e étage de la fusée. Il y a quand même l'indemnité légale qui a été d'ailleurs très fortement augmentée. Il y a l'indemnité conventionnelle et ensuite il y a le barème. On parle de licenciement abusif, c'est-à-dire une licenciement sans cause réelle et sérieuse. Précisément, il y a une donc si aujourd'hui le droit à licencier, c'est de permettre des licenciements abusifs, c'est-à-dire hors la loi, je veux bien, c'est parce que le terme de droit à licencier, encore une fois, personne n'utilisera un droit à licencier. C'est une catastrophe pour tout le monde. Allez, on parle du travail, allez dans nos permanences. Est-ce qu'il y aura quand même des garde-fous pour les salariés, justement? Les garde-fous existent déjà parce que les prud'hommes les prévoient, parce qu'il y a un encadrement de cet ensemble de choses par les indemnités légales de licenciement, par les indemnités quelles qu'elles soient. On parle du licenciement absolument abusif. Oui. Alors il y a 2 cas dans le licenciement abusif. Et il y a le cas aussi du patron qui serait le voyou, j'allais dire, etc. Lui, on le sort du cadre. La loi le prévoit aussi et dit le juge dans ces cas-là est le seul juge pour le faire, bien sûr que si. Mais si. Mais c'est pour ça que c'est une complexité. Jean-Louis Touraine. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Jean-Louis Touraine. Discrimination et le harcèlement sexuel ou moral, c'est tout. Et les libertés fondamentales, mais bon, vous les trouvez. Mais voilà, vous aurez une complexité parce qu'on parlait de simplifier. Lorsque vous rajoutez 200 pages au Code du travail, parce que c'est ça la réalité de 5 ordonnances, plus une 6e en cours, dont on ne sait pas très bien, la Commission non plus, comment elle s'articule avec la ratification des 5 premières. Donc ça, c'est un petit peu, y compris le directeur général du travail, M. Striou, je le nomme, donc lui-même nous disait que c'était vrai que c'est un peu compliqué et le Conseil d'État attendait l'avis de la Commission nationale de la négociation collective pour rendre le sien. Vous voyez, on n'est pas dans une simplification du droit du travail en la matière. Hein. On complexifie et je vous le dis, vous allez avoir le revers de la médaille, ce que vous n'attendez pas, une montée des conflits parce qu'il n'y a plus d'indicateurs de prévention, j'emploie ces termes, et vous aurez de l'autre côté une complexité juridique parce qu'effectivement, pour avoir une réparation du préjudice... Il y aura une montée des conflits, c'est intéressant ce que dit Fabrice Angéli. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense au contraire que ça va améliorer la discussion. Et par définition, lorsqu'on discute, on trouve des solutions. Je crois qu'il y a vraiment 2 visions. Il y a la vision nationale des grands groupes dans lesquels on est en permanence dans une discussion qui doit se frotter pour pouvoir obtenir des choses. Et puis, il y a la réalité des territoires, là où l'emploi se crée, où le bon sens est avant tout le moteur des acteurs. Et là, je crois que la simplification ne peut être que bénéfique et je ne suis pas du tout d'accord sur les effets vis-à-vis des conflits. Voilà, donc je crois que c'est une position. Alors, je peux comprendre que les nouveautés inquiètent, mais je crois que je suis plutôt confiant sur la capacité aux acteurs de terrain le CHSCT, lorsqu'on compte 2 morts par jour, il y aura de la simplification ou au contraire, ça va complexifier? Je ne pense pas que ce soit modernité. Ouais. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Quand on parle du regroupement du CHSCT, des délégués du personnel... C'est pas un regroupement, hein. C'est une instance unique. La fusion des instances représentatives. On crée une seule instance. Dans les petites entreprises, et vous le savez aussi bien que moi, elles ne fonctionnent pas bien. Déjà parce qu'il n'y a souvent pas de délégués syndicaux, etc. Non, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on les regroupe de façon intelligente. Je veux dire, moi, j'ai connu les DUP, par exemple, qui regroupaient déjà les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Sur volontariat, oui, sur volontariat. Et on est passé de l'un à l'autre parce que le seuil a changé. Tout le monde l'a regretté parce que les gens préfèrent travailler. Quand on est en bonne intelligence, on préfère partager l'ensemble des problèmes. Et le CHSCT ne meurt pas.
Parce que ça fait partie. Non, le CHSCT ne meurt pas, c'est une commission. Au-delà des. Voilà, on est d'accord, donc il ne meurt pas. Et dans les petites entreprises, ça reste dans les compétences de chaque salarié. N'oubliez pas que dans les petites entreprises, les gens se parlent entre eux. Exactement. Ne l'oubliez pas, et c'est indispensable. C'est la mort du CHSCT. Ah oui, clairement. En tant que tel, oui, le nom, oui. Non, le nom et les les attributions, pas que le nom. Les attributions du CHSCT, elles portaient essentiellement sur les conditions de travail, sur la santé, sur la prévention. Et cet organisme-là était totalement indépendant, autonome du fonctionnement de l'entreprise et des grands enjeux. Mais c'est parce que l'élément humain est essentiel dans une entreprise, ce que vous avez les uns et les autres dit. Le CHSCT avait la personnalité morale et il pouvait intenter des actions en justice dès lors qu'il considérait qu'un certain nombre de conditions de travail n'étaient pas tolérables. Ça a été le cas, par exemple, pour l'amiante. Et on voit les dégâts que ça a pu occasionner. Demain, il n'y a plus de CHSCT. Il y a un comité social et économique qui regroupe l'ensemble des instances représentatives du personnel. Ce CHSCT il n'y a d'ailleurs plus de commission. Il n'y a plus de commission qu'au-delà de 300. De 300 employés. Ouais, en dessous, il n'y a même pas de commission. Vous avez rétabli l'accord que les délégués. Non, c'est le Sénat qui a rétabli l'accord. Qui a établi l'accord. Il n'y a pas d'accord. C'était sur décision de l'inspecteur du travail comme cadre dans la 6e ordonnance. Il n'y a pas d'accord. C'est 300 et les entreprises inférieures qui sont de type Céveso pour le faire simple. Oui. Et donc, pas d'accord. Il n'y a plus de délégués qui soient spécialement chargés de l'examen des conditions de travail, de la santé et de la sécurité. D'ailleurs, on a un autre domaine de divergence, c'est celui de la pénibilité au travail, quand 4 thèmes, et notamment les plus importants, ont disparu. L'exposition, notamment en matière dangereuse, ça a disparu. Je parlais de l'amiante tout à l'heure. On ne saura, la plupart du temps, on a les symptômes de la maladie, du cancer lié à l'amiante que 10 ou 15 ans après qu'on soit parti en retraite. Par conséquent, on aura perdu toutes les possibilités de prévention et puis toutes les possibilités de départ en retraite prématuré. L'audiovisuel public sous pression pour Emmanuel Macron, ce serait la honte de la République. Des petites phrases rapportées qui visent directement France Télévisions et Radio France. Déjà sous le coup de coupes budgétaires, le chef de l'État annonce vouloir une grande réflexion pour 2018. Jérôme Rabier. Pas question pour les patrons de l'audiovisuel public de parler de fusion, mais ils vont travailler à des coopérations sur 5 chantiers prioritaires après leur rencontre avec la ministre de la Culture et de la Communication, Françoise Nyssen. D'ici fin janvier, ils devront remettre leur copie sur ces chantiers que sont la reconquête du jeune public, les coopérations internationales, l'offre de proximité, une offre commune en ligne et des synergies sur les ressources. Des pistes d'économie bien éloignées d'un projet de fusion de l'ensemble du paysage audiovisuel public français sur le modèle de la BBC en Angleterre et qui est souvent cité en exemple. Mais beaucoup de salariés redoutent un projet plus vaste, comme peuvent le laisser penser les propos d'Emmanuel Macron sur le sujet. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Le mode de désignation des PDG par le CSA est lui aussi sur la sellette. Le sénateur La République En Marche, André Gattolin, a déposé la semaine dernière une proposition de loi pour confier ce pouvoir au conseil d'administration des groupes concernés. Prévue pour 2018, la grande réforme de l'audiovisuel public promet des débats animés. Alors quel avenir pour l'audiovisuel public? Pour en parler, François Jost, professeur en sciences de l'information et de la communication, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. François Jost, bonjour. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État veut modifier l'audiovisuel public. Pourtant, les attaques sont d'une rare violence. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'État de l'audiovisuel public en France, selon vous? Je crois qu'il y a 2 choses. Bon, le mot « honte » qu'on rapporte pour le président de la République est quand même très, très dur. Le problème, c'est qu'il vise plusieurs choses dedans. Il vise à la fois la gouvernance, il vise les structures qui ne sont pas nouvelles, je veux dire, qui ont déjà pas mal d'années, et puis il vise aussi les
programmes. Alors je crois qu'on peut différencier les deux. Pour ce qui concerne les programmes, je trouve que le mot honte est tout à fait excessif. Pour la gouvernance, c'est un autre problème et évidemment, c'est là-dessus qu'il veut agir aussi. Ouais, justement, sur cette gouvernance, et c'était rappelé dans le reportage de Jérôme Rabier, il y a ici une proposition de loi du sénateur En Marche André Gattolin pour justement modifier le mode de désignation des PDG de l'audiovisuel public. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ce ne soit plus le CSA, mais les conseils d'administration des entreprises privées? Oui, l'intention, c'est qu'effectivement, on fasse attention à ce que ce ne soit pas seulement politique, mais que l'on prenne des gens qui sont du métier de l'audiovisuel, connaissent le métier de l'audiovisuel. Ça en soi, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est quand même un aspect mineur par rapport au vrai problème de structure du service public. Et pour moi, si vous voulez, le vrai problème, puisque le président Macron parle de chantier, et je crois qu'il a tout à fait raison de mettre en chantier un certain nombre de choses, le vrai chantier, c'est déjà de savoir exactement ce qu'est le service public et sur quoi on s'entend. Ce qu'on sait, c'est que depuis 50 ou 60 ans, la formule clé, c'est cultiver, informer, distraire. Alors, ce qui m'inquiète un tout petit peu dans les propos qui ont été tenus, notamment par le président de la République et notamment dans son interview à France 2, c'est qu'il considère que finalement, le service public, ça serait plutôt éduquer. Et ce n'est plus le mot cultiver qu'il a employé, c'est le mot éduquer ou le mot formation qu'il a employé aussi face à Laurent Delahousse. C'est quand même un changement, c'est-à-dire que cultiver, c'est quelque chose qu'on se fait soi-même, qui est laissé à chacun. Éduquer, ça veut dire qu'il y aurait une mission un peu verticale du service public. Et en cela, je trouve que c'est un peu contradictoire avec la situation actuelle où les jeunes, justement, arrivent par des voies diverses, plus horizontales, et ne veulent plus se faire délivrer un message absolument vertical. Comment on mesure un service public de qualité? Ça ne tient pas qu'à l'audience, j'imagine. Alors, l'autre question fondamentale, c'est effectivement la qualité et l'audience. Le service public est pris pour l'instant dans une sorte d'étau où il ne sait plus tout à fait ce qu'il faut faire. On a supprimé la publicité en 2009 pour justement que l'audience soit moins pesante, moins forte. Et aujourd'hui, finalement, à chaque fois qu'on fait une émission, on regarde si elle a fait de l'audience. Alors je crois que là, il faudrait être beaucoup plus clair sur ce qu'on attend du service public, prendre en compte très fortement la qualité. Parce que si une émission fait peu d'audience, mais qu'elle plaît beaucoup, qu'elle est très bonne, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le sénateur André Gattolin a dit ce matin sur Europe 1 que finalement le service public ne devait pas s'adresser à tous les publics, que certains publics devaient être visés plutôt par les chaînes privées que par le service public. Moi, je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut rappeler que le service public, c'est 3 missions et que divertir n'est pas une insulte. C'est-à-dire que pour l'instant, il semble que ce soit un petit peu écarté. Mais, alors notamment, il a été dit ce matin par le sénateur qu'il y avait des tunnels de jeu. Mais les jeux ne se valent pas tous. Et il faut quand même se rappeler que le jeu, c'est une activité fondamentale de l'être humain et même du chat. Moi, quand mon chat ne joue pas, il devient très nerveux. Donc, c'est une activité humaine et il ne faut pas, je veux dire, les jeux comme, par exemple, N'oubliez pas les paroles de Nagui, n'est pas la même chose qu'un jeu où on va parfois diminuer les gens. Je pense à des émissions comme sur TF1, comme 4 mariages et une lune de miel. C'est des jeux où l'on rit de voir des gens bâchés, d'une certaine façon. Donc, c'est pas la même chose. Et je pense que Question pour un champion ou d'autres sont des jeux tout à fait honorables qui ont leur place, toute leur place sur le service public. Vous avez évoqué la question de la suppression de la publicité depuis 2009. Est-ce qu'il faut revenir justement sur ces questions de financement? Certains évoquent une redevance universelle. Le député Franck Riester estime qu'il faut à un service public, un financement public et réserver le financement privé au secteur privé. Alors, moi je pense que la question de la redevance qui fait toujours peur, évidemment, aux politiques, elle est quand même intéressante parce qu'on n'a pas la redevance la plus chère du monde. Maintenant, c'est vrai que la question de la publicité, l'un des problèmes, si vous voulez, de structure du service public, c'est qu'on navigue un peu à vue et que chaque président de chaîne a apporté, parfois d'ailleurs à son insu, parce que c'est pas un président de chaîne qui a décidé la suppression de la publicité,
publicité, mais on en paye aujourd'hui évidemment le prix. C'est-à-dire que le service public s'est appauvri à ne plus avoir de publicité, et pourtant il reste malgré tout dans cette logique d'audience, à essayer de faire le plus d'audience possible. Donc on a perdu d'un côté et on n'a absolument pas gagné de l'autre. D'autant qu'on lui demande de faire des économies, notamment à France Télévisions, c'est que Delphine Ernotte doit présenter un budget avec 50 millions d'euros en moins. Alors, c'est vrai que 50 millions en moins, ça ne semble pas si considérable par rapport aux 2 milliards d'ensemble. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être dans les structures que les vraies économies doivent être faites. Ce qui pose un problème, c'est qu'aussitôt, on dise que c'est l'information qui va en pâtir, alors qu'il y a sans doute des fonctions qui se redoublent, mais qu'il est plus difficile de les attaquer, parce que je pense que les syndicats veillent aussi à l'intégrité de leurs services. Vous parlez souvent de la structure. Est-ce qu'il faut aller vers une BBC à la française, avec un regroupement justement de la télévision et de la radio publique? Alors, moi, si vous voulez, je suis un tout petit peu sceptique par rapport à ça, parce que... C'est un retour à l'ORTF, quelque part? Voilà, c'est un peu le retour à l'ORTF. Même avant, il y avait encore une télévision où on ne savait pas si les projets pouvaient être aussi bien pour la radio que pour la télé. Donc c'est un retour. On trouvait que l'ORTF était quelque chose de très lourd et qui ne permettait pas d'avancer, d'être autonome, etc. Est-ce que refaire ça, moi je pense que c'est difficile venant de l'université. Dans l'université, on a vécu la même chose, c'est-à-dire remettre les universités ensemble pour faire une énorme université. Et je sais les problèmes que ça pose de concurrence, de chasse gardée, de tout ce qu'on veut, qui font que ça n'est pas facile. Et je pense que je souhaite bien du plaisir à ceux qui voudront refaire un seul service public.